Courtisans, affairistes, bientôt fournisseurs aux armées et agents secrets de deux rois, avant que de se faire trafiquant d'armes pour le compte de la Première République, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, fils d'un horloger, brûle de devenir écrivain à la mode quand il écrit Le Barbier de Séville, comédie en 5 actes. La pièce, reçue par les comédiens français, n'est en rien l'une de ces œuvres mystérieusement dictées à son auteur au cours d'une nuit de feu. Beaumarchais en avait déjà ébauché des scènes dans une parade, sorte d'esquisse pour théâtre de société, puis en avait tiré le livret d'un opéra comique. Le 23 février 1775, après 2 ans d'attente, et pour des raisons qui ne tiennent qu'à la vie agitée de son auteur, Le Barbier de Séville, en 5 actes, voit le feu des chandelles. Ça n'est pas un véritable échec, mais c'est une déception. Aussitôt, Beaumarchais se remet au travail, coupe des scènes trop longues, élague ici, rabote là, et au bout de 3 jours, le 26 février, présente au public Le Barbier de Séville, comédie en 4 actes. C'est alors un franc succès, et du même coup, Beaumarchais entre dans l'histoire littéraire. Si le sujet est assez conventionnel, c'est par la verve et la vivacité des répliques que Le Barbier de Séville est neuf. En 1775, on notait aussi comme une étonnante audace la désinvolture avec laquelle l'auteur bousculait les règles de la comédie classique. Nous sommes donc à Séville. Venu de Madrid incognito, le comte Almaviva a la ferme intention de retrouver Rosine, ravissante jeune fille, à peine entrevue dans la capitale. C'est le soir, heure douce entre toutes, où la fraîcheur incite les bourgeois à sortir de leur maison. Figaro, établi barbier dans la cité, mi-coiffeur, mi-chirurgien comme le veut son état, mais aussi homme aux talents multiples, s'essaie à composer les paroles d'une nouvelle chanson quand il aperçoit l'ombre d'un homme qui ne lui est pas inconnu. J'ai vu cet abbé-là quelque part. Cet homme ne m'est pas inconnu. Et non, ce n'est pas un abbé. Cet héraltier noble. Cette tournure grotesque. Et je ne me trompe point. C'est le comte Almaviva. Je crois que c'est ce coquin de Figaro. C'est lui-même, monseigneur. Marot, si tu dis un mot. Oui, je vous reconnais, voilà les bontés familières dont vous m'avez toujours honoré. Je ne te reconnaissais pas, moi. Te voilà si gros et si gras. Et que voulez-vous, monseigneur ? C'est la misère. Oh, pauvre petit. Mais que fais-tu à Séville ? Je t'avais autrefois recommandé dans les bureaux pour un emploi. Je l'ai obtenu, monseigneur, et ma reconnaissance... Appelle-moi l'Indore. Ne vois-tu pas à mon déguisement que je veux être inconnu ? Je me retire. Au contraire. J'attends ici quelque chose et 2 hommes qui jasent sont moins suspects qu'un seul qui se promène. Ayons l'air de jaser. Eh bien, cet emploi. Et le ministre, ayant égard à la recommandation de votre Excellence, me fit nommer sur le champ garçon apothicaire. Dans les hôpitaux de l'armée ? Non, dans les haras d'Andalousie. Beau début. Le poste n'était pas mauvais, parce qu'ayant le district des pansements et des drogues, je vendais souvent aux hommes de bonne médecine de cheval. Qui tuaient les sujets du roi. Ah, il n'y a point de remède universel, mais qui n'ont pas laissé de guérir quelquefois des Galiciens, des Catalans, des Auvergnats. Et pourquoi donc l'as-tu quitté ? Quitté, c'est bien lui-même. On m'a desservi auprès des puissances. L'envie aux doigts crochus, au teint pâle et livide. Oh, grâce, grâce, ami. Est-ce que tu fais aussi des vers ? Je t'ai vu là griffonnant sur ton genou et chantant dès le matin. Et voilà précisément la cause de mon malheur, Excellence. Quand on a rapporté au ministre que je faisais, je puis dire assez joliment, des bouquets à Cloris, que j'envoyais des énigmes aux journaux, qu'il courait des madrigaux de ma façon. En un mot, quand il a su que j'étais imprimé tout vif, il a pris la chose au tragique et m'a fait ôter mon emploi sous prétexte que l'amour des lettres est incompatible avec l'esprit des affaires.
puissamment raisonné, mais tu ne lui fis pas représenter. Je me crus trop heureux d'en être oublié. Persuadé qu'un grand nous fait assez de bien quand il ne nous fait pas de mal. Tu ne dis pas tout, je me souviens qu'à mon service, tu étais un assez mauvais sujet. Eh mon Dieu, monseigneur, c'est qu'on veut que le pauvre soit sans défaut. Paresseux, dérangé. Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets? Pas mal. Et tu t'es retiré dans cette ville? Non, pas tout de suite. Oh, un moment. J'ai cru que c'était elle. Dis toujours, je t'entends de reste. De retour à Madrid, je voulus essayer de nouveau mes talents littéraires. Et le théâtre me parut un champ d'honneur. Oh, miséricorde. En vérité, je ne sais comment je n'eus pas le plus grand succès. Car j'avais rempli le parterre des plus excellents travailleurs. Des mains, comme des battoirs. J'avais interdit les gants, les cannes, tout ce qui ne produit que des applaudissements sourds, et d'honneur avant la pièce. Le café m'avait paru dans les meilleures dispositions pour moi, mais les efforts de la cabale... Ah, la cabale, monsieur l'auteur tombé. Tout comme un autre, pourquoi pas? Ils m'ont sifflé, mais si jamais je puis les rassembler... L'ennui te vengera d'eux. Ah, comme je leur en garde, morbleu. Tu jures? Sais-tu qu'on n'a que 24 heures au palais pour maudire ses juges? On a 24 ans au théâtre. La vie est trop courte pour user un pareil ressentiment. Ta joyeuse colère me réjouit. Mais tu ne me dis pas ce qui t'a fait quitter Madrid? C'est mon bon ange, Excellence, puisque je suis assez heureux pour retrouver mon ancien maître. Voyant à Madrid que la République des lettres était celle des loups, toujours armés les uns contre les autres, et que livrés au mépris où ce risible acharnement les conduit, tous les insectes, les moustiques, les cousins, les critiques, les maringouins, les envieux, les feuillistes, les libraires, les censeurs, et tout ce qui s'attache à la peau des malheureux gens de lettres, achevaient de déchiqueter et sucer le peu de substance qui leur restait. Fatigués d'écrire, ennuyés de moi, dégoûtés des autres, abîmé de dettes et lésé d'argent, à la fin convaincu que l'utile revenu du rasoir est préférable au vasonneur de la plume, j'ai quitté Madrid. Et mon bagage en sautoir, parcourant philosophiquement les deux Castilles, la Manche, l'Estramadour, la Sierra Morena, l'Andalousie, accueilli dans une ville, emprisonné dans l'autre, et partout supérieur aux événements, loué par ceux-ci, blâmé par ceux-là, aidant au bon temps, supportant le mauvais, me moquant des sots, bravant les méchants, riant de ma misère, et faisant la barbe à tout le monde, vous me voyez enfin établi dans Séville, et prêt à servir de nouveau votre Excellence en tout ce qui lui plaira de m'ordonner. Qui t'a donné une philosophie aussi gaie? L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Que regardez-vous donc toujours de ce côté? Sauvons-nous. Pourquoi? Viens donc, malheureux, tu me perds. La jalousie du premier étage s'ouvre. Rosine et son tuteur se mettent à la fenêtre. La jeune fille a aperçu les deux hommes. Un coup d'œil lui a suffi pour reconnaître Figaro et l'inconnu de Madrid. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.